Donc en fait on est sur deux groupes d'enseignants de deux académies. Oui. Ce sont des enseignants qui d'art plastique, Oui. qui sont des enseignants à la fois de collège et de lycée. Et on est venu donc sur 2 jours, à la fois pour travailler sur des questions du programme liées au commission d'Orsay, avec 3 autres académies, Versailles, Paris et Créteil. Oui. Et dans la dynamique des programmes, nous avons donc des questionnements avec des enjeux qui touchent, on va dire, aux économies liées à la sphère artistique. Oui. Et particulièrement au développement de lieux. Bien sûr, on parle de galeries, de centres d'art, de musées. Et ce qui nous paraissait intéressant avec Sandrine, c'est de pouvoir aussi rentrer dans des structures qui développent des économies solidaires, et qui sont adossées aussi à une entreprise. Je suis très atypique, c'est pour ça. J'adore l'art depuis que je suis môme. Je ne sais pas d'où ça me vient parce que je ne suis pas une famille dans ce métier, dans cette veine. C'est comme ça, c'est ma sensibilité. Donc depuis que je suis gamin, je vais proche des artistes. Mais en gamin, 18-20 ans, j'accueillais déjà des artistes dans le garage de chez mes parents. J'ai créé un atelier et j'avais déjà Stéphane Berry qui était un artiste d'aérographie. J'avais créé un projet. Je suis un petit mécène, je ne suis pas ni Pinot ni Tadeusz, mais j'aime tellement ça que je fais. Alors, la société Jacques Mousse, JAK MOU2SE, elle a été créée par mon père en 63. On verra tout à l'heure le logo. C'est une société, alors mon oncle était en France depuis les années 46, il a monté une boîte de caoutchouc dans les années 50, et nous on vient d'Algérie, d'Oran. Donc quand mon père est arrivé après l'indépendance en 63, son frère Jacques, parce que c'est un peu familial, mais c'est comme ça, il avait déjà bien réussi dans son métier de caoutchouc et il vendait déjà des élastiques en caoutchouc. Donc en même temps, je vous parle petit à petit du matériau que j'ai destiné aux artistes qui travaillent là-dessus complètement décalé. Le métier, c'est vraiment, on commande des élastiques pour tous nos clients qui sont historiques, parce que quand on est un bon fournisseur d'élastiques, bon, on peut en chercher 15 000, c'est un petit métier, je crois que ça fait, donc c'est pour ça, ça reste tout à fait modeste malgré tout. Moi, c'est plus moi qui suis un peu décalé, mais c'est peut-être 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. Moi, j'en fais 1,5. Après, maintenant, c'est achat d'élastiques, distribution sur nos clients, qui sont les clients des élastiques, c'est coopératives agricoles, les gros volumes, les laboratoires médicaux pour la répartition, des industriels. Ça peut être Renault sur des applications de chaîne. Alors moi, depuis que je suis môme, il y a Renault qui est client chez nous. Et puis j'ai repris naturellement. Je fais une école de commerce internationale. J'avais envie de reprendre Jacques Mousse depuis que je suis môme. Je suis obligé de situer le bâtiment. C'est là aussi où se passe maintenant tout ce que vous allez voir. Sinon, j'aurais pas pu mener ça. Donc ce bâtiment, c'était une métallerie 4 étoiles avec une centaine d'employés jusque dans les années 2000. Géré par monsieur Maman qui était lui-même ferronnier d'art et qui a fait des chantiers assez haut niveau à Paris, restauration des serres d'Auteuil, la rampe du musée Carnavalet, ça c'est pour un peu l'artistique. Il y a un gros volume. Et j'ai créé un premier format, en dehors de mes élastiques qui sont restés là où ils étaient, un format studio, parce que j'avais travaillé un peu dans le documentaire et dans l'image. Et donc toute la partie que vous allez voir d'usine, c'est devenu un studio pluridisciplinaire depuis 2010, que j'ai fait évoluer en technique, en confort. Et j'accueille dans cette partie d'usine des longs métrages, de la photo, des captations de concerts live, du théâtre. Je suis maintenant en lien avec le théâtre de Montreuil, théâtre public de Montreuil, qui font des hors les murs chez moi. Ils en font en avril là. Un très beau spectacle de danse contemporaine émergent en septembre. Et ils ont fait leur première parisienne chez moi et leur deuxième au Louvre, sympa. Donc voilà, je mène des trucs très arty, mais pas seulement d'art contemporain, transverse. Bon, je suis hyper open. Donc, je voulais un peu me dire, mes élastiques, j'aimerais bien faire de l'art avec. Et ça, il y a longtemps, depuis 10-12 ans, j'avais ça en tête. Mais donc j'avais fait un premier step avec 3-4 artistes pour
travaillé ce matériau, je me suis dit, bah tiens, je vais m'amuser avec ce truc, c'est quand même drôle. Et là, j'ai rencontré Camille de Bézère, qui est une amie qui a eu un parcours vraiment autour des plasticiens, en tant que galeriste. Mais on peut accueillir 4-5 artistes. J'ai un petit pavillon à l'arrière du bâtiment, on va faire 2 logements artistes d'ici septembre 2023, pour accueillir ou des provinciaux ou des internationaux, 2, pas 12, 2. C'est Jacques Mousse. Alors on l'a appelé Jacques Mousse plus moi. Et on a redemandé à Vincent et à Karine s'ils voulaient se joindre à nous sur l'édition de décembre. Ils ont dit banco, bon. Et on a chacun amené un panel d'artistes et on s'est retrouvé avec 36 artistes. Alors là, ça a été un gros boulot. Alors, tu utilises le verbe décalé, ouais. Et à la fois dans le projet global, c'est calé. Que tu as recontextualisé, finalement, par rapport à, même quand tu décrivais Camille ou Vincent, ce sont des singularités aussi dans la sphère artistique. C'est vrai. Et donc, finalement, en étant au cœur d'une entreprise, tout en travaillant sur la marge. Et donc, à chaque fois, même si tu n'as pas trop osé en parler, mais effectivement, les différentes économies humaines, financières, sont le lion de cette élasticité de l'entreprise. C'est vrai. À Lou Parizeau, qui est une artiste qui est avec nous en résidence. Une résidence qui invite des artistes à travailler autour de l'élastique de manière diverse et variée, que ce soit dans le domaine du design, de l'art contemporain, de la danse, voilà, domaine assez varié. Et donc, c'est des résidences qui durent 6 mois. Donc, je suis là depuis début octobre jusqu'à fin mars. Et moi, je travaille autour de l'élastique comme une matière à dompter, et notamment au niveau du motif et du nouage entre les élastiques. Et donc, mon parcours, je suis sortie en 2018 de l'école des Beaux-Arts de Caen, voilà, en Normandie. Et suite à ça, j'ai eu l'opportunité d'enchaîner pas mal de résidences, et vu que j'ai un travail qui joue beaucoup sur l'in situ, j'utilise beaucoup ce que je peux trouver sur les sites où je suis invitée en résidence, les musées. Donc j'ai fait beaucoup de résidences dans différents musées et centres d'art en France, où je me suis amusée à chercher dans les réserves ce que je pouvais déjà trouver, que ce soit en objets désuets ou obsolètes ou des choses qui ne servaient plus. Et donc j'ai rencontré Camille qui est la galériste aussi à l'origine de la collaboration avec Jacques Mousse, et comme elle avait vu dans mon portfolio que je travaillais déjà beaucoup avec ces objets préexistants, elle s'est dit bah tiens, l'élastique, tu pourrais t'amuser avec, à essayer de faire une installation, un peu les chars, etc. Et tout s'est fait comme ça, un peu en effet boule de neige, quoi. Déjà dans mon travail, je travaille principalement qu'à partir d'objets trouvés ou de matières préexistantes que je détourne ou je redonne une autre utilisation. Et là, avec l'élastique, ce qui m'intéressait, c'est que c'est une matière qui a priori indomptable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme, qui est complètement flagada et qui veut toujours se déformer. Et donc mon idée, c'était d'essayer de la maîtriser, et à travers ces motifs et ces nouages. Et en même temps, ces recherches-là peuvent devenir soit des objets ou des échantillons pour peut-être aller plutôt dans la mode ou dans le design, dans le sens où, là par exemple, j'ai travaillé sur ce que j'appelle des sortes de briques d'élastique, qui sont pleins d'élastiques noués les uns entre les autres, et qui donnent en fait un objet lourd, une brique qui peut être empilée et servir à d'autres choses. Donc j'essaie de redonner une autre fonction. Donc là après, il y a plein de... je suis encore au stade de recherche, donc il y a plein de choses différentes, d'expérimentation. Nous, on est dans un quartier avec une densité de galeries qui est probablement une des plus élevées au monde, à part certains buildings de meatpacking, de ça. Voilà, c'est-à-dire que si vous sortez d'ici et que vous faites le tour du pâté de maison sans jamais changer de trottoir, vous aurez vu Xipas, Zwirner, Tadeusz Ropac, Carsten Greve, Topographie de l'art, Florence Lévy, Orbis Pictus, Odile Wiesmann, Dominique Papillon, Dominique Fiat, pardon. Enfin voilà, donc
On est vraiment dans un système assez dense. Donc on essaye pour ça, justement, passer du temps ensemble. Et puis on essaye de synchroniser nos vernissages. Donc samedi dernier, on était, je sais pas, une vingtaine, je pense, à ouvrir en même temps, ce qui fait que du coup, par rapport à un public, sachant que nous, on est plutôt des commerces de destination, ça veut dire que les gens qui poussent la porte en disant bonjour, c'est génial, je vais vous acheter ça, ça n'existe pas. Donc nous, on essaie plutôt de construire des moments qui font que notre public, augmenté de celui de l'artiste ou de que sais-je, va se retrouver à ce moment-là. Voilà. Donc là, on ouvre une exposition. On vient d'ouvrir samedi une exposition d'un artiste Yves Bélorgé, qui est un artiste qui a plus de 60 ans, 65 ans, qui est aussi qui est peintre, je vous en parlerai, et qui est surtout quelqu'un qui est un passionné d'architecture et d'histoire de l'architecture. Pourquoi Thomas? D'une part parce que vous allez voir, et vous avez déjà pu l'entendre, il y a une connaissance très fine de la scène artistique parisienne, nationale et internationale. Son parcours en tant que d'où il vient, comme étudiant, comme chef d'entreprise, comme galeriste. Et ça, c'est une donnée qui est très importante dans notre métier, c'est qu'on est le seul espace gratuit de la culture. C'est-à-dire que quand vous rentrez ici, c'est pas vos impôts, vous ne payez pas pour rentrer. Et c'est assez agréable, c'est ce qui me permet déjà, un, de montrer ce que je veux, et deux, de pouvoir virer quelqu'un qui m'emmerde. Et c'est très important de pouvoir le faire, en tout cas de pouvoir savoir qu'on peut le faire, parce que c'est assez précieux, ça peut être même assez fragile, finalement, d'essayer d'être contagieux dans son enthousiasme. Et si c'est pour se prendre un mur de con, c'est difficile. Donc moi, c'est pour ça que je suis galeriste, c'est parce que justement, c'est l'espace libre, peut-être le plus libre que j'ai pu connaître en faisant différentes choses de l'art contemporain. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de tutelle politique, je ne dois pas rendre des comptes à un type qui, au motif qui vient d'être élu, va commencer à me demander de lui rendre des comptes. Donc moi, j'ai juste un banquier. C'est une autre tutelle, mais au moins elle est claire. Enfin, le jeu, il est très clair. Donc la partie d'exposition, c'est la partie qui est totalement ouverte au public. Et puis pour pouvoir travailler, parce que pour pouvoir être ouvert au public, passer du temps avec vous, accueillir les gens, ce qui est une vraie charge, enfin c'est un coût d'avoir une galerie ouverte. On a d'autres espaces, on a des espaces qui sont des espaces de bureau, des espaces de showroom et des espaces de stockage. Alors les espaces de stockage, ils sont totalement privés, en général ils ne sont pas à Paris, en tout cas nous on a un stockage qui fait 2-3 000 m² qui est en Normandie, donc avec des camions, des navettes, dans la cour. On a un tout petit peu de réserve ici, mais voilà, on a des showrooms qui nous permettent d'aller rencontrer les gens qui font partie des forces contributrices de notre projet. Donc moi on va revenir là-dessus, mais moi je suis un commerçant et j'aime énormément ce mot. Et commercer, c'est l'art d'échanger. Donc moi j'ai besoin d'échanger avec des gens qui vont contribuer à la valorisation et à la diffusion de notre projet et des artistes qu'on va défendre. Donc j'ai besoin de m'adresser à des gens qui amènent des verbes. Donc moi je dis du verbe toute la journée, ça peut être acheter, mais ça peut être écrire, ça peut être programmer, ça peut être discuter, ça peut être... en tout cas tout ce qui permet d'avoir une action, et en général ce sont plutôt des actions, en tout cas plutôt assez positives. Alors, donc on a des bureaux parce que justement on doit suivre les artistes en permanence, donc le travail d'une galerie c'est de représenter des artistes, et donc de les suivre dans le temps avec un peu comme un couple, avec sa fidélité, et puis avec ces moments hop, ça tourne, et voilà, donc en tout cas de les suivre, et du coup c'est ça qui est hyper important, et c'est très important dans la question de la programmation, c'est que ici vous voyez une exposition d'Yves Bélorgé, mais vous voyez la dernière exposition d'Yves Bélorgé à la galerie Zipas. C'est pour ça que quand on pense des expositions dans une galerie, en tout cas moi c'est mon propos, et je pense que c'est nécessaire, c'est qu'on ne va pas forcément montrer tout ce que fait l'artiste. C'est-à-dire on va pas dire voilà cet artiste il fait de la sculpture, puis de la peinture, puis du dessin, puis du machin, enfin au bout d'un moment on ne comprend rien. Donc la programmation, enfin en tout cas peut-être que j'entends, ça a toujours été simple, c'est de dire aux artistes voilà, si vous voulez qu'on comprenne ce que vous faites, vous allez me faire des phrases courtes, et puis moi je vous aiderai à mettre le son à fond, quoi. Donc là ce projet d'Yves Bélorgé il est assez évident par rapport à ça. Donc je
reviens là-dessus sur le fait que dans les bureaux, il y a des gens qui gèrent au quotidien la carrière des artistes. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans la vie d'un artiste, ça passe par nous. Ça veut dire que à nous, en fait, d'encourager la circulation d'un projet, à nous de suivre l'exposition dans tel musée, à nous d'aller vendre tel truc sur telle foire, sur ces salons, que c'est peut-être type ex-FIAC ou on a tout le temps, on a un mois-ci en Suisse, on a ça je ne sais plus. Et donc voilà, donc il y a des gens qui sont en gros artistes liaison et qui gèrent en gros la relation artiste-galerie au quotidien. Ensuite, donc dans les showrooms, ce sont des endroits où on va accrocher en dehors de l'exposition certaines œuvres. Ça peut être au motif de faire un essai, c'est-à-dire de rapprocher deux univers d'artistes. Ça peut être au motif d'avoir, là on a, je crois que c'est demain soir, on doit faire une projection pour un groupe de gens dans le cadre du prix Marcel Duchamp pour une artiste dont on gère la promotion. On n'a pas d'exposition récente, mais on avait fait un solo à Paris Plus, et donc c'est la prolongation en fait de tout ce qui se passe. L'exposition sera elle en septembre. Voilà, les stocks, donc ça c'est de la gestion courante de flux d'œuvres. Donc on a quelqu'un ici qui ne fait que la douane, c'est-à-dire qui gère que la circulation des œuvres, enfin douane transport entre eux, puisqu'on est en Uruguay et en Suisse, donc on est sur des systèmes extra-européens, donc on est assez bon en douane, et puis on doit être assez bon aussi parce que notre milieu a toujours été suspecté de plein de trucs, ce qui est complètement faux. Voilà. Donc l'exposition d'Yves Bélorgey, elle s'appelle Cité Jardin, donc vous pouvez constater que ce sont, finalement il n'y a pas des tonnes d'œuvres, il y a un système vignette comme ça qui vient séquencer, vous voyez qu'il y a des peintures et des dessins. Vous voyez que toutes ces peintures, en gros, représentent la question d'un environnement construit, donc qui en général sont très liés. Alors, ce sont des lieux qui existent, c'est des lieux qui ont été référencés, comme un système où en photo on vient parfois indexer les choses. Donc, Yves Bélorgey a un travail de presque récollement en fait, de ces architectures utopiques. Ça peut être à Berlin, à Paris, c'est pas Josas, c'est à Rueil-Malmaison, je sais plus quoi. Donc il va regarder ça. Ensuite il va regarder comment est-ce que ces cités-jardins en fait ont permis de faire cohabiter le bâti avec le vivant, que ce soit le vivant en tant que végétal ou en tant que corps social. Comment est-ce que les gens se sont appropriés ces lieux, comment ils y vivent, etc. Ça c'est plutôt en gros de quoi il nous parle. Ensuite il y a d'autres choses un peu plus formelles. Donc d'une part vous voyez que on est sur des formats carrés, c'est-à-dire qu'on n'est ni dans le paysage, ni dans le portrait, donc c'est pas un paysage d'architecture, c'est pas un portrait d'immeuble, mais c'est une sorte d'espace un peu vignette, un peu comme vous voyez les formats 6-6, en fait, qui permettent une narration un peu particulière, et puis surtout des points de vue un peu bas. Voilà. Et la dernière chose aussi qui était importante pour nous en groupe, sur l'idée que donc, ça fait 40 ans qu'il fait ce genre qu'il a ce type de réflexion sur éventuellement ce type de format, mais là on voulait, c'était spécialement le moment de montrer ça, et puis si vous voulez je vous parlerai dans la programmation du moment des moments, c'est-à-dire que c'est pas que le moment d'un artiste, on va essayer de regarder comment est-ce que ce moment qui est bon pour lui en fait, va coïncider au moment d'un moment, c'est-à-dire lié à l'environnement, à notre époque, au sens zeitgeist, mais aussi au sens simplement de ce qui se passe ailleurs à Paris. Voilà. En tout cas, galerie, c'est un beau métier. Enfin, c'est un truc qui, moi, en tout cas, me plaît. Il y a un truc qui est super, c'est le comité des galeries d'art publie des biographies de galeristes. Et je vous encourage à lire ça parce que c'est la biographie de Daniel Cordier, mais vous allez halluciner. Enfin, je veux dire, comment ce type est devenu galeriste, en fait, comme couverture de résistant, puis finalement, on va devenir assez fan. Et puis, c'est le secrétaire Jean Moulin, donc en fait, il y a plein de trucs qui sont passés comme ça. Comment est-ce que, là, il y en a une qui est sortie de Dina Vierny, il y en a une qui est sortie c'est souvent des épopées assez romanesques. Alors, les galeries, c'est pareil, ils ont besoin de fabriquer leurs histoires. Pérotin qui a dormi dans sa galerie, Kamel Menot ne s'appelle pas Kamel Menot, Suzanne Tarassier ne s'appelle pas Suzanne Tarassier. Tout est construit comme ça. Yann Motte et le galeriste qui a accompagné depuis Bruxelles son artiste qui ne voulait pas prendre l'avion pour aller faire une exposition au Japon, en train. Et en bateau. On a besoin de créer ça. Ça veut dire que les galeries sont devenues des marques. C'est quand même d'éclairer des futures générations sur une réalité de ce qui est aujourd'hui le monde de l'art, de ce qui est une galerie, de ce qui est un centre d'art, de ce qui est un musée et de ce qui est une sphère artistique aussi.
c'est que dans le cadre de la formation que vous portez, il est nécessaire de parler clairement et franchement aux futurs étudiants